Vous êtes dans une période où vous en avez marre de votre job et vous êtes fatigué. Pour vous aider à relativiser, imaginez plonger vos mains nues dans un tas de cadavres en décomposition, inhaler des vapeurs toxiques dans une mine suffocante ou marcher pieds nus dans une eau infestée de sangsues affamées. Et non, ces scènes ne sortent pas d'un film d'horreur mais de la réalité quotidienne de certains travailleurs de l'histoire. Aujourd'hui, on va explorer 10 des métiers les plus horribles, les plus dégoûtants et parfois les plus mortels que l'humanité ait jamais connus. Si vous aimez plonger dans les recoins les plus sombres et fascinants de l'histoire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Chaque vidéo vous promet un voyage unique, parfois glaçant, mais toujours passionnant. Si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en cliquant sur les liens affiliés en description ou en devenant mon mécène via Ko-fi. Merci beaucoup. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le bourreau était chargé d'appliquer les sentences de mort, souvent de manière brutale. Pendaison, décapitation ou encore torture publique. Son rôle dépassait souvent la simple exécution. Il participait également aux interrogatoires sous la torture et devait parfois rendre les condamnés méconnaissables pour éviter leur identification post-mortem. Contrairement à l'image populaire du bourreau riche et redouté, la réalité est bien plus sombre. Les bourreaux étaient souvent des marginaux isolés socialement et vivant en périphérie des villes. Et cela même s'ils n'avaient généralement pas d'existence officielle. On ne connaissait d'ailleurs pas leur nom. Leur métier était associé au péché et à l'impureté. Les bourreaux héritaient souvent de leurs fonctions, le poste se transmettant parfois de père en fils, condamnant ainsi des générations entières à l'exclusion. Chaque exécution était une performance publique, où le bourreau était scruté par une foule avide de spectacles. Une erreur dans l'exécution pouvait entraîner la colère du public ou des représailles de la part des autorités. Certains bourreaux sombraient dans l'alcoolisme ou la folie, incapables de supporter la pression et la proximité constante avec la mort. Outre les exécutions, les bourreaux devaient parfois manipuler les cadavres, les démembrer pour les exposer sur des gibets ou récupérer des parties du corps pour des pratiques jugées dissuasives. En Allemagne, certaines villes exigeaient même que les bourreaux nettoient les latrines publiques en complément de leurs tâches macabres. Malgré tout, certains bourreaux jouissaient d'une certaine immunité. Mais si être bourreau vous semble déjà horrible, attendez de découvrir le sort des ramasseurs de cadavres pendant la peste noire. Durant la peste noire, au XIVe siècle, les ramasseurs de cadavres avaient pour mission de collecter les corps infectés dans les maisons, les ruelles et les places publiques pour les enterrer dans des fosses communes. Armés de simples charrettes et de crochets rudimentaires, ils devaient naviguer à travers des villes dévastées par la maladie, où la mort et la désolation étaient omniprésentes. Les ramasseurs travaillaient souvent la nuit, sous le couvert de l'obscurité, pour limiter la panique des habitants et éviter les lynchages par les foules effrayées. Ils portaient parfois des masques rudimentaires ou des tissus imbibés de vinaigre, pensant se protéger des miasmes responsables de la propagation de la maladie. Les vêtements étaient souvent imbibés de substances odorantes, censées masquer l'odeur insupportable des cadavres en décomposition. Ces travailleurs étaient en première ligne face à l'infection. Ils manipulaient des corps infestés de puces, porteuses elles-mêmes du bacille Yersinia pestis, et ils inhalaient des vapeurs toxiques provenant des cadavres en décomposition. Le moindre contact pouvait sceller leur sort, et la plupart ne survivaient pas longtemps à ce métier. Certains ramasseurs profitaient de leur accès aux maisons abandonnées pour voler des objets de valeur, risquant ainsi de manipuler des biens contaminés. D'autres étaient embauchés par les riches pour transporter discrètement les cadavres de leurs proches. Les ramasseurs étaient méprisés et souvent évités par le reste de la population, même lorsqu'ils n'étaient pas malades. Leur simple présence était synonyme de mort imminente. Ils vivaient souvent en périphérie des villes, dans des abris de fortune, rejetés par une société qui avait pourtant un besoin vital de leurs services. Après les ruelles infestées de cadavres, plongeons dans les égouts victoriens avec les fameux tireurs de nuit. Au XVIe siècle et au XIXe siècle, les nettoyeurs de latrines, aussi appelés gong farmers ou tireurs de nuit, avaient pour tâche de vider les fosses septiques et les latrines publiques, souvent sous le couvert de la nuit. Ce métier, essentiel à la salubrité des villes, était aussi l'un des plus dangereux et des plus méprisés. Armés de pelles, de seaux et parfois de cordes, ces travailleurs descendaient dans des fosses profondes, sombres et remplies de gaz toxiques comme le méthane et le sulfure d'hydrogène. L'air y était irrespirable et un simple faux mouvement pouvait entraîner une chute fatale. Leur seule source de lumière était souvent une lampe à huile vacillante. Outre les risques immédiats de suffocation, les nettoyeurs étaient exposés à de nombreuses maladies infectieuses telles que le choléra et la dysenterie.
Les coupures accidentelles, causées par leurs outils rudimentaires, pouvaient s'infecter rapidement, entraînant des complications graves, voire mortelles. En raison de l'odeur persistante qui les suivait et du dégoût associé à leur travail, les nettoyeurs de latrines étaient considérés comme des parias. Ils vivaient souvent en périphérie des villes et étaient exclus des interactions sociales courantes. Malgré leur statut marginalisé, ces travailleurs jouaient un rôle vital dans la gestion des déchets humains. Sans eux, les villes auraient rapidement été submergées par les excréments, favorisant la propagation des épidémies. Paradoxalement, les nettoyeurs étaient mieux payés que de nombreux autres ouvriers. Toutefois, leur espérance de vie était dramatiquement réduite en raison des conditions extrêmes de leur métier. En 1326, Richard le Râteau est mort noyé dans une fosse septique après y être tombé accidentellement. Et si vous pensiez que ce métier était sale, attendez de découvrir les dangers du travail dans les mines de soufre. En Sicile, au XIXe siècle, leur tâche principale consistait à extraire manuellement le minerai de soufre des entrailles de la terre, souvent avec des outils rudimentaires. Les mines étaient des labyrinthes étroits, mal ventilés et surchauffés, où chaque respiration était un défi. Les tunnels étaient extrêmement chauds, parfois atteignant des températures avoisinant les 50 degrés. Les vapeurs toxiques de soufre brûlaient les yeux, les poumons et la peau des mineurs. Le contact prolongé avec le minerai entraînait des brûlures chimiques et des maladies respiratoires chroniques. Les mineurs n'étaient pas seulement des adultes. Des enfants, parfois âgés de seulement 7 ou 8 ans, étaient envoyés dans les galeries les plus étroites pour extraire le minerai. Outre les maladies chroniques, les mineurs risquaient l'effondrement des tunnels, les éboulements et les explosions accidentelles causées par les poches de gaz inflammables. La durée de vie moyenne d'un mineur de soufre était terriblement courte. Peu d'entre eux atteignaient l'âge de 30 ans, et ceux qui y parvenaient étaient souvent gravement malades et incapables de continuer à travailler. Les mines de soufre en Sicile sont devenues un symbole international de l'exploitation humaine et du manque cruel de considération pour la santé et la sécurité des travailleurs. Certains écrivains, comme le journaliste italien Luigi Pirandello, ont dénoncé ces conditions dans leurs œuvres, contribuant à sensibiliser le public aux souffrances des mineurs de soufre. Quittons maintenant les mines pour un métier encore plus lumineux, entre guillemets, les allumeurs de réverbères. Au XVIIIe et XIXe siècle, les allumeurs de réverbères étaient chargés d'allumer, entretenir et éteindre les lampadaires à gaz qui illuminaient les villes avant l'arrivée de l'électricité. Chaque soir, armés d'une longue perche avec une flamme au bout, ils parcouraient les rues pour allumer chaque lanterne et revenaient à l'aube pour les éteindre. Les personnes faisant ce métier étaient aussi appelées fallotiers, le falot désignant la lanterne placée en haut du mât d'un bateau. Travaillant principalement la nuit, ils devaient affronter le froid, la pluie et parfois même des tempêtes de neige. Ils grimpaient fréquemment sur des échelles instables pour atteindre les lampes qu'ils ne pouvaient atteindre avec leurs perches, risquant constamment de chuter. Les lampadaires eux-mêmes représentaient un danger parce qu'une flamme mal contrôlée pouvait provoquer une explosion. Les émanations de gaz, en particulier le monoxyde de carbone, représentaient un risque majeur pour leur santé. Ainsi, beaucoup d'allumeurs souffraient de maladies respiratoires chroniques et d'empoisonnement progressif. Leur travail était cyclique et exigeant, et un retard pouvait laisser une rue entière plongée dans l'obscurité, augmentant de fait les risques de criminalité. Avec l'avènement de l'électricité, le métier d'allumeur de réverbères a progressivement disparu. Cependant, pendant près d'un siècle, ils ont joué un rôle essentiel dans la sécurité nocturne des villes. Dans certaines villes, les anciens réverbères ont été conservés comme patrimoine historique, rendant hommage au rôle joué par ces travailleurs nocturnes, souvent oubliés. Et si vous pensiez que travailler la nuit au sommet d'une échelle était dangereux, attendez de découvrir le quotidien des testeurs de nourriture royale, où chaque bouchée pouvait être la dernière. De l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, les testeurs de nourriture royale avaient pour mission de goûter chaque plat destiné au roi ou à la reine avant que celui-ci ne le consomme. Leur rôle, déceler la présence de poison en sacrifiant, si nécessaire, leur propre vie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce métier n'était pas glamour. Le testeur mangeait souvent à la hâte, sous le regard méfiant des courtisans et du monarque lui-même. La moindre réaction suspecte pouvait déclencher la panique générale. Chaque repas était une loterie macabre. Certains poisons agissaient instantanément, tandis que d'autres prenaient des heures, voire des jours pour manifester leurs effets. Les testeurs de nourriture occupaient une position paradoxale à la cour. D'un côté, ils étaient indispensables à la survie du monarque, mais de l'autre, ils étaient considérés comme des pions sacrifiables.
Certaines méthodes de détection de poisons étaient étonnamment avancées. Par exemple, les testeurs utilisaient parfois des ustensiles en argent censés noircir au contact de certains poisons. Dans certaines cours royales, les testeurs n'étaient pas des volontaires, mais des esclaves ou des prisonniers forcés à accepter ce rôle. Après avoir risqué leur vie à chaque bouchée, d'autres travailleurs plongeaient littéralement dans l'horreur avec les tanneurs. Au Moyen-Âge, les tanneurs étaient responsables de la transformation des peaux animales en cuir utilisables pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'autres articles. Ce processus complexe nécessitait plusieurs étapes, notamment le nettoyage, le trempage dans des solutions tannantes et le séchage. Les ateliers de tannerie étaient souvent situés près des cours d'eau en raison de la nécessité d'une grande quantité d'eau pour le processus. Les tanneurs travaillaient dans des environnements humides, malodorants, et étaient constamment en contact avec des substances chimiques naturelles et des matières organiques en décomposition. L'exposition prolongée à l'humidité et aux produits tannants pouvait provoquer des affections cutanées et respiratoires. De fait, ils pouvaient rapidement être infectés par la maladie du charbon, provoquée par une bactérie et qui provoquait des marques noires comme le charbon. De plus, en raison des odeurs nauséabondes et de la nature de leur travail, les tanneurs étaient souvent relégués aux marges de la société. Malgré les conditions difficiles, le métier de tanneur était essentiel à l'économie médiévale, fournissant le cuir nécessaire à de nombreux autres corps de métier, tels que les cordonniers, les selliers et les fabricants d'armures. Continuons notre liste avec les chasseurs de rats, dont le quotidien n'était guère plus enviable. Au Moyen-Âge et pendant la période victorienne en Angleterre, les chasseurs de rats étaient chargés de capturer et d'éliminer les populations de rats dans les zones urbaines, notamment à Londres. Ces nuisibles étaient porteurs de maladies mortelles comme la peste bubonique, rendant leur contrôle essentiel pour la santé publique. Armés de pièges rudimentaires, de poisons et parfois de simples bâtons, les chasseurs de rats exploraient les égouts, les greniers et autres endroits infestés. Ils travaillaient souvent de nuit dans des conditions insalubres et dangereuses, exposés aux morsures et aux infections. De plus, l'utilisation de poisons sans équipement de protection présentait des dangers supplémentaires. Les chasseurs de rats étaient cruciaux dans la société et étaient très respectés. Jack Black était un des plus connus et était le chasseur de rats officiel de la reine Victoria. Après avoir exploré les recoins sombres des villes avec les chasseurs de rats, découvrons un autre métier terrifiant en rapport une fois encore avec les animaux, celui des cueilleurs de sangsues. Du XVIIIe au XIXe siècle, les cueilleurs de sangsues travaillaient principalement dans les marais et les étangs stagnants où ils capturaient ces créatures gluantes pour les vendre aux médecins. Les sangsues étaient alors utilisées pour les saignées médicales censées traiter une multitude de maladies. Les cueilleurs devaient marcher pieds nus et parfois torse nu dans des eaux troubles et infestées de sangsues. Les parasites s'accrochaient directement à leur peau, se nourrissant de leur sang jusqu'à être retirés à la main. Les pertes de sang répétées entraînaient souvent une anémie sévère. De plus, les eaux stagnantes étaient des foyers d'infections et de maladies comme le paludisme ou la leptospirose. Leur métier, bien qu'essentiel pour la médecine de l'époque, les maintenait dans une pauvreté extrême. Certains cueilleurs astucieux utilisaient des jambes amputées comme appât, réduisant les impacts de ce métier sur leur santé. Depuis 2004, les sangsues sont reconnues pour être utiles en médecine, dans certains cas très précis, et sont donc élevées à des fins médicales. Les sangsues étaient si précieuses à l'époque que certaines régions ont vu leur population naturelle s'épuiser à cause d'une collecte excessive. Près de 42 millions de sangsues ont été importés par la France en 1833. Les métiers médicaux de l'époque réservent décidément bien des surprises. Préparez-vous à découvrir le destin tragique des ramoneurs enfants exploités et exposés à des dangers inimaginables. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les ramoneurs enfants étaient souvent issus de familles extrêmement pauvres et venant le plus souvent de Savoie, en hiver, lorsque le travail de la terre était impossible. Les familles les confiaient alors à l'employeur contre logis, nourriture et éducation. Malheureusement, une fois les parents partis, le contrat n'était pas respecté. Ils étaient envoyés dans les cheminées étroites des grandes maisons pour les nettoyer.
Trop petits pour se plaindre ou s'échapper, ils étaient poussés à monter dans les conduits, parfois encore chauds. Leur peau et leurs poumons étaient en permanence recouverts de suie, ce qui provoquait des infections cutanées et des maladies respiratoires chroniques. Les ramoneurs enfants étaient souvent maltraités s'ils refusaient de grimper et s'ils se montraient trop lents. Leur vie était marquée par la peur constante et la souffrance. Heureusement, la loi britannique a finalement interdit cette pratique au XIXe siècle après plusieurs scandales publics. Mais des abus ont perduré pendant des années. En France, Victor Hugo a écrit Les Misérables, et ce livre a attiré l'attention du public sur la situation des enfants ramoneurs et des autres enfants travailleurs. Ces enfants sacrifiés sur l'autel de la révolution industrielle nous rappellent le prix inestimable de chaque avancée sociale. De la peste noire aux mines de soufre, chaque métier présenté aujourd'hui témoigne du courage et parfois du désespoir de ceux qui les exerçaient. Derrière notre confort moderne, il y a des histoires que l'histoire elle-même préfère parfois oublier. Alors, et vous, quel métier vous a le plus marqué? Partagez-le dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. À bientôt.